On a tendance à penser le burn-out en termes de il y a les gens qui sont en burn-out et les gens qui sont pas en burn-out. Mais il faut bien se dire que personne ne se réveille du jour au lendemain en étant totalement cramé. Pour qu'il y ait combustion, il faut à un moment donné qu'il y ait un terrain qui soit un peu plus favorable. Il faut qu'il y ait l'allumette qui soit posée. Et puis ensuite, ça prend du temps. Tu as 3 types de symptômes. Tu as les symptômes physiques, tu as les symptômes émotionnels et tu as les symptômes comportementaux. À partir du moment où tu commences à sentir l'apparition de l'un ou l'autre de ces symptômes et surtout l'apparition combinée de plusieurs symptômes, il est temps généralement de poser la question. Il y a un point qui est essentiel, mais qui passe par le recrutement. Un des facteurs de burn-out, c'est ce manque d'alignement entre les valeurs personnelles des deux individus et les valeurs de la boîte, les façons de travailler. Oui, ça risque de créer une tension interne qui va être extrêmement forte, extrêmement négative. Quel conseil tu donnerais à des personnes qui commencent à ressentir certains états de fatigue que tu as mentionnés? En fait, le conseil que je leur donnerais... On est venu pour discuter du burn-out. Ce phénomène d'épuisement professionnel est devenu une réalité préoccupante dans le monde du travail moderne. Mais qu'est-ce que le burn-out exactement? Peut-il toucher tout le monde, quel que soit le métier ou le niveau de responsabilité? Et surtout, comment peut-on le prévenir et le gérer efficacement? Je voulais qu'on en discute parce que je trouve que le sujet n'est pas toujours bien traité. Il y a un petit côté péjoratif, tabou à en discuter, parce que ce mot représente quelque chose de très fort. On le met souvent en lien avec le travail, mais ce n'est pas forcément uniquement la cause du burn-out. Donc, je voulais qu'on en discute aujourd'hui. Et je vais déjà commencer par ça. Est-ce que toi, tu t'es déjà senti, sans être au point peut-être de ce qu'on appelle le burn-out, un petit peu fatigué? Tu vois, dans le sens, est-ce que tu as déjà ressenti un état de fatigue un peu plus prononcé? Est-ce que c'était déjà arrivé ça? Alors, tu sais que je suis un être de lumière, Alexandre. Je sais que tu es un être de lumière. Non, mais bien sûr. Alors après, on a beau être très enthousiaste, passionné par la mission qui est celle qu'on a choisie. On peut tous avoir, en effet, à un moment donné ou à un autre de notre vie personnelle, professionnelle, des moments où on peut, sans se sentir dépassé, parce que je pense pas que je me sois senti véritablement dépassé à un moment donné, mais en tout cas, tu peux sentir une pression croissante, voire une pression parfois un peu limite, ça arrive. Parce que tu te rends compte qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de sportifs de haut niveau touchés par le phénomène, et tu te dis, ces sportifs de haut niveau, pour le temps, ils sont préparés mentalement à la pression. Mais tu vois, là, on l'a eu avec une gymnaste américaine au JO de Tokyo. Je crois qu'elle a peut-être même pas participé. C'était Simone Biles, alors qu'elle avait les meilleurs résultats. Tu avais Michael Phelps en natation, qui aussi disait qu'après certaines compétitions, il avait des états de fatigue très prononcés. Du coup, tu sens que ça arrive aussi à des personnes qui ont un très haut niveau et pourtant, on se dirait qu'ils sont préparés mentalement. Ouais, après, je pense que tu as aussi une exigence, justement, de performance qui va croissante, tu vois. T'as qu'à voir, dans tous les sports. Tu regardes, par exemple, moi, tu sais, j'aime bien faire du vélo de route, du vélo de course. Tu regardes, par exemple, les performances qui étaient réalisées il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Tu regardes celles qui sont attendues aujourd'hui. Je veux dire, il n'y a rien à voir. Alors, tu peux te dire, oui... Ils sont tous dopés. C'est le Tour de France en ce moment. Et c'est vrai qu'il y a une petite polémique qui commence à arriver sur le leader du Tour de France en ce moment. Mais même ça, si tu veux, parce que c'est quand même assez révélateur. C'est-à-dire qu'on peut se dire aussi, mais regarde, le matériel a énormément évolué. Tu regardes les vélos d'il y a 40 ans, 50 ans et tu regardes ceux qui sont proposés aujourd'hui. Il n'y a rien à voir, bien évidemment. Mais quand tu es dans un environnement où tout le monde commence à se doper, par exemple, tu peux te dire, est-ce que les exigences, par exemple, liées aux performances attendues, elles sont pas devenues quelque part un peu délirantes, tu vois? En tout cas, on n'est pas en train de dire que tout le monde se dope sur le Tour de France. Non, absolument pas, absolument pas. Quelles sont les principales causes du burn-out dans le milieu professionnel? En fait, il y en a plusieurs. Tout d'abord, tu peux avoir tout ce qui a trait à la charge de travail. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu dois faire face à une charge de travail qui est énorme, en tout cas, qui est perçue comme telle, c'est-à-dire que tu te dis, vu le temps dont je dispose, vu les ressources peut-être dont je dispose, ou les équipes dont je dispose, tu as l'impression qu'il y a un écart, qu'il y a un gap qui est énorme entre ce qui est attendu et ce que tu peux délivrer. Okay. Ça, généralement, c'est pas terrible. Ça peut avoir un impact sur les probabilités de faire un burn-out. Tu peux avoir aussi le manque de reconnaissance, typiquement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu travailles, mais il n'y a jamais personne pour te féliciter, ou en tout cas pour te donner un feedback positif sur son travail. Ça peut avoir un impact. Tu peux avoir le manque de soutien. Alors, c'est un petit peu différent, mais c'est-à-dire que si tu n'as pas un environnement qui est contenant, si tu n'as pas un manager, par exemple, qui est à l'écoute, si tu n'as pas des équipes ou même des collègues avec lesquels tu peux échanger, ça peut avoir de l'impact. Un autre facteur qui a un impact phénoménal également, c'est le manque de contrôle. C'est-à-dire que quand tu te dis à un moment donné que tu n'es pas en contrôle
de ton activité. C'est-à-dire tu as l'impression de ne pas avoir les moyens de pouvoir gérer les tâches ou les missions qui te sont confiées. Et enfin, tu as également le conflit de valeurs que tu peux avoir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si ce que l'on te demande de faire est en opposition totale avec tes valeurs, oui, ça risque de créer une tension interne qui va être extrêmement forte et extrêmement négative. Pourquoi tu penses qu'on en parle plus aujourd'hui? Est-ce que c'est le fait de l'évolution de la société qui se libère plus de la parole de ça? Ou est-ce qu'il y a une pression sociale, tu sais, même avec les réseaux sociaux, etc., à vouloir aller toujours plus loin, qui font qu'à un moment donné, il y a certaines personnes qui explosent? En fait, c'est un effet combiné un petit peu des deux. C'est vrai qu'on est dans une société maintenant où, je veux dire, si tu réussis pas, et à tous les niveaux, hein, c'est-à-dire si tu réussis pas ta vie professionnelle, si tu réussis pas ta vie sentimentale, si tu réussis pas même tes vacances, si tu réussis pas dans le sport. Putain, j'ai peur. Non, mais c'est vrai, tu regardes, il suffit d'ouvrir Instagram, par exemple, tu commences à scroller pendant 15 minutes, 20 minutes. Enfin, je veux dire, tu as des personnes qui sont déprimées parce qu'elles sont trop souvent sur Instagram. Ça existe aujourd'hui. Donc déjà, je pense que tu as une pression qui est vraiment croissante. Un autre truc, c'est que tu as une prise de conscience quand même au sein de la société qui est quand même beaucoup plus importante. Et notamment, depuis qu'il y a eu la crise Covid, on parle beaucoup plus facilement de tout ce qui a trait à la santé mentale. Et donc, je pense que c'est deux éléments, en effet, qui viennent renforcer la prise de conscience en fait, du burn-out et de ses dangers. Tu as évoqué tout à l'heure les raisons qui pouvaient t'amener au burn-out. Est-ce qu'il y a des signes physiques que tu peux ressentir qui sont avant-coureurs de ce burn-out? En fait, tu as 3 types de symptômes. Tu as les symptômes physiques, tu as les symptômes émotionnels et tu as les symptômes comportementaux. Okay. Donc déjà, physique, tu peux avoir, c'est tout bête, mais tu peux avoir des maux de tête, par exemple. Tu peux avoir des troubles gastro-intestinaux, tu peux avoir... des problèmes au niveau de la régulation de ton sommeil. Fatigue, ouais. Au niveau la fatigue également, bien sûr. Tu peux avoir au niveau émotionnel l'anxiété, donc des personnes qui vont se mettre à devenir anxieuses dans des situations qui auparavant ne provoquaient pas cette anxiété. Tu peux avoir également des symptômes de dépression, des épisodes un petit peu de ce qu'on appelle de dépressivité. Donc, c'est-à-dire, t'as moins d'énergie, t'as moins l'allant, en fait, pour exécuter tes tâches au quotidien. Et ce qui est intéressant, c'est que même des choses qui te paraissaient standards, c'est-à-dire, c'est mon job au quotidien, on me demande de faire ça, j'ai l'habitude de le faire. Normalement, t'encaisses, il n'y a pas de problème. Et là, tout devient plus pénible. Après, tous les symptômes comportementaux, tu peux avoir, ça peut aller de la perte de l'appétit, l'irritabilité, tu peux avoir des développements de conduite à risque. Okay. Tu as des gens qui vont se mettre à picoler ou à fumer, ou plus que d'habitude. Et donc, tout ça, à partir du moment où... tu commences à sentir, alors ça peut être soit chez toi-même, soit chez d'autres personnes, l'apparition de l'un ou l'autre de ces symptômes, et surtout l'apparition combinée de plusieurs symptômes. Il est temps généralement de te poser la question. Et je crois que je lisais sur l'OMS, tu as une certaine granularité. Ça commence par des symptômes qui sont légers, modérés, élevés. Donc en soi, tu ne tombes pas directement en burn-out, tu as souvent une progression que tu devrais pouvoir, pas entre guillemets, sentir arriver, mais il s'installe en fait. Ouais, clairement. En fait, ce qui est intéressant, c'est que souvent, on a tendance à penser le burn-out en termes de t'as les gens qui sont en burn-out et les gens qui sont pas en burn-out. Mais il faut bien se dire que personne ne se réveille du jour au lendemain en étant totalement cramé. Pour qu'il y ait combustion, il me faut à un moment donné, peut-être qu'il y a un terrain qui soit un peu plus favorable, il faut qu'il y ait l'allumette qui soit posée, et puis ensuite, ça prend du temps. C'est pour ça que toutes les stratégies de prévention qu'il peut y avoir, qu'elles soient au niveau de l'organisation, qu'elles soient au niveau de soi-même, pour la gestion de son stress, ou même d'un point de vue managérial, en fait, sont essentielles de ce point de vue-là. Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place quand on sent les premiers signes arriver? C'est là, à ce moment-là, qu'il faut passer à l'action et pas attendre d'être allé trop loin. En fait, il y a plusieurs choses. Tout dépend. C'est-à-dire que si c'est lié à la charge de travail, par exemple, tu peux en discuter avec ton manager, tu vois. Si tu as l'impression que c'est manque de contrôle, tu te dis, purée, mais peu importe ce que je fais, j'ai l'impression que j'ai pas les moyens, alors les moyens physiques, financiers, humains à disposition pour accomplir mes missions. C'est pareil. Ça peut faire l'objet d'échanges, de conversations, de discussions avec le management, avec la direction de la boîte pour essayer de recadrer. Tout dépend le domaine qui est touché, tu vois. Est-ce que c'est au niveau des tâches dont tu as la responsabilité? Parce qu'il faut pas oublier aussi, des fois, tu peux avoir des conduites qui favorisent aussi le burn-out. C'est-à-dire que si à un moment donné, tu te mets à faire moins gaffe, ça peut être ton alimentation, ça peut être la qualité de ton sommeil. À un moment donné, idéalement, il faudrait avoir la capacité, tu vois, à faire un pas de côté ou un pas de recul et se dire, OK, attends, là, je vois que je suis pas dans la bonne direction
et il y a peut-être quelque chose à recadrer. Si tu vois, par exemple, que systématiquement, tu te mets à te coucher 30 minutes plus tard tous les soirs, des fois, tu vas au lit pas avant 3h ou 4h du mat', bon, c'est pas forcément le meilleur, tu vois. Tu as des apps qui existent, par exemple, qui permettent de traquer tes habitudes. Et ce qui est intéressant... On en envoyait une pour que j'essaie de diminuer ma consommation d'alcool, parce que je me suis lancé un défi. Ok, très bien. J'ai décidé de diminuer ma consommation d'alcool et là, de ne pas boire de tout l'été. Zéro goutte. Et c'est génial. Mais ça, par exemple... Et d'avoir une application qui traque, tu vois. Mais c'est génial. Et ça, tu vois, par exemple, c'est clair que la consommation d'alcool, ça a un impact mais énorme. Parce qu'au départ, tu peux te dire, comme tout le monde, voilà, tu bois un verre de temps en temps, c'est festif. Mais quand ça commence à devenir, par exemple, un moyen, un échappatoire, te dire, ouais, j'ai une grosse journée, vas-y. Alors, tu vas pas forcément te taper la bouteille de blanc, tu vois. Mais tu commences mais tu commences à te dire, c'est une habitude de me prendre un verre ou deux après le taf pour décompresser. Sur le court terme, bon, c'est sympa, tu vois. Mais sur le long terme, forcément, ça va avoir un impact sur tes capacités cognitives, ta capacité à, je sais pas, faire face aux demandes de ton environnement. Ouais, faut faire gaffe. Tu crées pas forcément une bonne habitude. Ça devient, tu te mets quand même le doigt dans un engrenage qui est clairement quand même vite une mauvaise habitude. C'est ça. En fait, tu as toujours plusieurs réponses que tu peux apporter. Si tu apportes la réponse, par exemple, alcool ou sortie ou je sais pas quoi, ou la réponse, par exemple, qui est tiens, je suis stressé, je vais me faire, je sais pas, 15 minutes de méditation. Tiens, je vais aller courir, ça va me défouler, je vais me faire une séance de crossfit, pourquoi pas. Ça, c'est des choses qui, non seulement vont te permettre de te réguler d'un point de vue émotionnel, mais qui, en plus, vont, quelque part, renforcer ta résistance, en fait, sur le long terme. Penses-tu qu'il y a des personnalités qui sont plus sujets ou pas à aller dans ces tendances-là ? Alors, c'est une question qui est intéressante. En même temps, des fois, tu sais, quand on aborde ce sujet, les gens se disent « Ouais, mais est-ce que ça vise pas à rendre les gens responsables de leur propre burn-out ?» La réalité, c'est qu'il y a quand même des terrains qui sont favorables. Si, par exemple, tu as des gens qui sont extrêmement exigeants, tu vois, c'est-à-dire des gens qui sont ultra perfectionnistes. Comme les sportifs de haut niveau. Comme les sportifs de haut niveau, par exemple. Ouais, forcément, le perfectionnisme, ça va jouer énormément. Tu as aussi les gens qui sont surinvestis, c'est-à-dire qui vont mettre la majorité de leur énergie, de leur centre d'intérêt, vont être centrés autour du travail. En fait, c'est un peu comme un tabouret. La vie est un peu comme un tabouret. C'est-à-dire... Je sais pas si c'est beau, la vie est comme un tabouret. Un tabouret, pour qu'il soit stable, il faut au moins qu'il y ait 3 pattes. Le mieux, c'est quand il en a 4, tu vois. Si, par exemple, tu te dis... une chaise, du coup. Ouais. T'as aussi des tabourets à 4 pattes, Alex, tu sais. Et en fait, c'est-à-dire que si ton seul pilier, par exemple, dans ta vie, c'est-à-dire ton pilier d'investissement, le domaine d'investissement privilégié va être le travail, le jour où tu as un problème au travail, ça devient compliqué. Ouais. Si jamais tu as ton travail, tu as ta famille, tu as tes amis, tu peux avoir le sport, tu peux avoir des passions, des hobbies, des investissements associatifs ou autres, forcément, si tu as un pilier qui commence à trembler un petit peu, à vaciller un peu, tu as les autres pour te rattraper. Voilà. Faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Non, faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, exactement. Ouais. Quelles stratégies les employeurs peuvent mettre en œuvre pour essayer de prévenir ces risques qui peuvent être dommageables sur le long terme pour l'entreprise ? En fait, il y en a plusieurs. Tout d'abord, tu peux faire attention justement à la charge de travail. Alors, sachant que tu as toujours un équilibre à trouver parce que n'importe quelle boîte a envie, normalement, à peu près, de cartonner. Et on sait très bien que l'excellence, les résultats extraordinaires n'arrivent pas sans un travail quand même assez important. Après, il faut savoir jusqu'où tu peux tirer, entre guillemets, tu vois, et ne pas oublier que certes, chaque être humain et même l'entreprise en tant que corps social même a une certaine élasticité, mais le meilleur des élastiques, si tu te tires dessus trop fort, à un moment donné, il va craquer et tu vas le prendre dans la gueule. donc voilà. Et ça fait pas du bien. Et généralement, ça fait pas du bien. Après, il y en a qui payent pour avoir ce genre d'expérience. Mais peut-être l'objet d'un autre podcast. Voilà, ça fera peut-être l'objet d'un autre podcast. Mais donc, il faut être quand même attentif à ça. Tu peux mettre en place des enquêtes pour valider. On parle de la satisfaction, de l'engagement, mais également le niveau de stress des collaborateurs, des collaboratrices. Pas attendre l'enquête annuelle pour savoir comment vont tes collaborateurs. Par exemple, chez nous, on a les enquêtes trimestrielles. Ouais. On a des petites enquêtes qui peuvent arriver comme ça, où les gens peuvent mettre comment ils se sentent. Ça permet aussi de détecter peut-être... Exactement. Alors, c'est peut-être un petit conseil sur ces enquêtes, parce que on a beaucoup vu à un moment donné les enquêtes, je ne sais plus comment ça s'appelait, les Pulse Survey. Ouais, Pulse Survey, c'est ça. C'est-à-dire que toutes les semaines, tu vas poser 2-3 questions à tes collabs. Donc, alors au départ, tout le monde est hyper excité, tout le monde répond, tac, tac, tac. Mais qu'est-ce qui se passe dans la plupart des cas ? En fait, il n'y a pas déjà de retour qui est fait aux collaborateurs sur les résultats de cette enquête. Et d'autre part, pas forcément d'actions concrètes qui sont mises en œuvre. Donc ça a plutôt un effet qui peut être un peu inverse. Alors,
Alors, je dis pas que ça va favoriser le burn-out, ça, c'est pas ça. Mais en tout cas, si on veut qu'une enquête fonctionne, que ce type de dispositif fonctionne et un effet positif, hyper important de faire un retour quand même au collab et puis derrière de mettre en place des plans d'action. Il y a plusieurs choses que tu peux faire aussi, c'est-à-dire que tu peux être attentif à l'équilibre aussi vie pro, vie perso. C'est-à-dire peut-être éviter d'envoyer, tu vois, je sais pas, les Slack ou les mails le samedi à 19h, tu vois, tes collabs. Parce qu'après, tu peux te dire, ouais, mais ils sont pas obligés de répondre. Ouais, mais le truc est que à partir du moment où toi, tu le fais, tu vois... C'est que tu envoies quand même un message. T'envoies un message. Tu dis... T'es pas obligé de le faire. Surtout que tu peux programmer l'envoi sur Slack. Exactement. Si t'as envie qu'il parte. Tu peux programmer l'envoi des messages dans ta messagerie. Tu peux programmer l'envoi des messages sur Slack. Donc, le droit à la déconnexion aussi, c'est un vrai droit. Donc, c'est important de le rappeler peut-être pour certaines boîtes. Tu peux avoir des initiatives santé, tu vois. Tu as des boîtes qui proposent justement des subventions pour le sport ou des choses comme ça. Et aussi, il y a un point qui est essentiel, mais qui passe par le recrutement. Tu sais, c'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, un des facteurs de burn-out, c'est ce désalignement, en tout cas ce manque d'alignement entre les valeurs personnelles des individus et les valeurs de la boîte, les façons de travailler, ce qu'on va leur demander de faire et ainsi de suite. Il y a des choses que tu peux corriger quand tu recrutes des gens et des choses que tu ne peux pas corriger. Quelqu'un, par exemple, que tu vas recruter qui n'a pas les compétences techniques, tu vas pouvoir lui apprendre, lui faire de la formation, tu peux faire du mentoring, du coaching, whatever. Tu ne pourras pas changer les valeurs fondamentales de quelqu'un. Est-ce que c'est souhaitable même ? Pas sûr, en fait. Tu vois, qui on est en tant que boîte pour se dire je vais changer, je vais tordre les valeurs d'un collab. Donc, être extrêmement, extrêmement attentif au moment du recrutement à qui je fais rentrer, qui je fais monter dans le bus, tu vois, en gros. Parce qu'après, le bus, tu peux aller n'importe où. Oui, bien sûr. Une fois que tu as les bonnes personnes à bord. Mais si tu as des personnes qui sont complètement désalignées, en fait, à un moment donné, ça ne pourra pas fonctionner. Et c'est même pas, j'ai envie de te dire, c'est même pas de la faute du collab ou de la faute de l'entreprise. Enfin, peut-être la faute de l'entreprise. Elle aurait dû faire gaffe. Elle aurait dû faire gaffe, bien évidemment. Mais juste, ça ne peut pas fonctionner. Oui. Donc, être intransigeant sur cette Ce que tu veux dire, c'est que d'amener des personnes, des fois, qui ne vont pas forcément fitter avec ta culture sur certains aspects, ça peut eux aussi les entraîner vers quelque chose dans lequel ils ne vont pas adhérer, ils vont se retrouver en constante difficulté. Et quand tu te retrouves toujours en difficulté, ça augmente les risques que derrière, tu puisses être dans une situation de burn-out, par exemple. Exactement. Et l'idée, encore une fois, c'est pas de dire alors on va recruter que des clones, que des robots, tous alignés sur les mêmes valeurs. Mais en fait, il faut bien dire, parce que tu as aussi ce concept, tu vois, on parle beaucoup du culture fit, tu as aussi le culture add. Chacun vient avec sa singularité, avec les choses qu'il va apporter en plus et des choses différentes à l'entreprise. Et c'est ça qui va faire la richesse d'un collectif, d'une boîte. Mais s'il y a des éléments, à un moment donné, fondamentaux, il ne faut pas faire l'impasse. Tu peux être différent sur plein d'aspects, mais il y a des choses que tu dois chercher à partager dans une organisation. Exactement. Là, on parle du travail, mais tu peux aussi le retrouver ailleurs. Comme tu l'as dit, ça peut être dans ta vie familiale, ça peut être dans ta vie associative, par exemple. Quel conseil tu donnerais à des personnes qui commencent à ressortir certains états de fatigue que tu as mentionnés précédemment ? En fait, le conseil que je leur donnerais, tout dépend au moment où tu t'en rends compte. Il y a des gens qui se rendent compte qu'ils sont en train de se consumer, en gros, quand au moment où il y a la combustion. Déjà jusque-là, tu vois, c'est embêtant. C'est un effort collectif, c'est-à-dire que chaque personne, dans l'idéal, elle doit quand même régulièrement faire un petit check-up. Tu sais, par exemple, on va faire un check-up régulier chez le médecin, normalement, tu vois, pour voir si tout va bien. Il faudrait faire un petit check-up aussi sur, je sais pas, ça peut être son bien-être émotionnel, sur même son travail, se dire tiens, comment je me sens dans mon taf. C'est un psychologue que tu vas voir dans ces cas-là ? Ça peut passer par un médecin parfois, c'est-à-dire que tu vas, je sais pas, tu as des problèmes, des troubles. Généralement, ça commence par des troubles physiques, fatigué, de fatigue générale, des choses comme ça. Et le médecin, s'il est bien formé, va te poser quelques questions pour essayer te donner des médicaments. Justement, il va pas faire ça. Il va pas te blinder de cachets et de pilules. Mais au contraire, l'objectif, à ce moment-là, c'est de te poser des questions pour essayer de comprendre quelles sont les origines. Est-ce que tu vis un épisode, mais qui est vraiment temporaire ? Tu vois, des fois, ça arrive. Tu vis un deuil, tu vis un accident, des choses comme ça. C'est normal. Voilà, c'est normal. Ça suit le cours des choses habituelles. Et parfois, si c'est un état qui s'installe depuis, je ne sais plus, il y a des datas là-dessus en plus, c'est depuis 3 ou 4 semaines. Par exemple, tu es dans un état un peu dépressif, tu vois, parce que encore une fois, tu peux avoir des moments de down. Mais si c'est quelque chose qui commence à s'installer, là, il faut quand même aller creuser, quoi. Okay. Et puis après, en fonction, tu peux avoir un soutien médical, tu peux avoir un soutien psychologique pour te permettre de faire le tri. Et encore une fois, si jamais le problème il est dans l'organisation de ton travail, par exemple,
faut en discuter avec ton manager. Si on veut résumer un petit peu les choses, c'est comme tu l'as dit, il peut y avoir des moments de down. Ce qu'il faut surveiller, c'est les moments qui s'installent. C'est ça. Il y a certainement aussi une certaine granularité. Ça veut Ouais. dire les choses vont aller de mal en pis. C'est là que tu peux détecter. Et c'est avant que les choses deviennent trop grandes, trop importantes qu'il faut essayer de traiter le sujet. Ouais, c'est ça. Faut se dire, tu vois, l'image, moi, que je me donne souvent, c'est, en fait, imagine-toi, tu tombes dans un trou, tu vois. En fait, si le trou, il s'est creusé, et il va continuer à se creuser, en fait. S'il tombe, tu es jusque-là, tu peux sortir. S'il est au-dessus de ta tête, bon, en faisant un petit bond, tu peux quand même sortir. Mais plus tu attends et plus le trou se creuse, et plus ça va être compliqué d'en sortir. Et à un moment donné, tu pourras pas en sortir tout seul, en fait. Et donc que c'est pas négatif aujourd'hui de parler du burn-out, que ça arrive. Au contraire. Ça peut toucher tout le monde au final, même des personnes qui s'y attendent pas, même des sportifs de haut niveau. Donc pas hésiter à en discuter. Absolument. Bon, en tout cas, on espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Assess First pour pas louper un épisode du podcast et à nous suivre toujours sur les plateformes d'écoute. Et on vous dit à très vite pour un prochain épisode. Au revoir. Au revoir.